Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire qui va être consacré à l'actualité juridique du premier semestre 2024 et qui se terminera par une super présentation de Marco par Nicolas de Giorgi. Une petite vérification en liminaire, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez nous mettre un petit message dans l'utilitaire que vous avez sur votre droite, ça serait super sympa pour nous dire OK pour le son. Ou alors ça marche pas, on vous entend pas, on vous voit pas. Non, personne. Vous nous entendez? Ah parfait, merci. Merci. Ouais, faut pas faire les timides ce matin. Donc justement, vous allez pouvoir utiliser cet utilitaire de questions pour nous poser différentes questions sur la présentation qui va être réalisée. Donc on est ensemble pour 1 heure. Je suis Marie Bardi, directrice produit sur Marco, et je vais intervenir avec Nawal et Nicolas qui se présenteront là dans quelques secondes. Juste un mot, l'actualité juridique, c'est un sujet qui est au cœur de nos équipes. On a une trentaine de juristes dans l'entreprise Agisoft qui fait le logiciel Marco, et c'est une force, c'est très différenciant pour nous sur le marché de pouvoir vous apporter toute cette information-là. On a une équipe dédiée à l'actualité dont fait partie Nawal qui traite chaque jour toute l'actualité juridique pour vous la restituer sous forme d'analyse sur notre blog. Nawal touchera un mot tout à l'heure. Sous forme d'infographie aussi, c'est eux les créateurs des infographies, et également toute l'analyse juridique qui va nous servir par la suite à faire évoluer le logiciel pour vous apporter la plus grande sécurité juridique possible. On est très actif également dans l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc moi personnellement, je le suis beaucoup sur LinkedIn. Vous pouvez suivre mon compte, je relaye au maximum les informations de l'entreprise. Évidemment, vous avez le Marco par Agisoft sur LinkedIn pour vous abonner à toute notre actualité. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vais laisser la parole peut-être Nicolas, 2 mots pour te présenter puisque tu interviendras plus sur la fin. Bonjour à tous, effectivement Nicolas de Giorgi, ingénieur commercial à Agisoft. C'est moi qui vous ferai une présentation à la fin de cette intervention de Nawal pour vous présenter rapidement Marco et notamment le module de rédaction de Marco. Voilà, je laisse la parole à Nawal. Bonjour, donc Nawal Eliatlifi, je suis juriste consultante au sein d'Agisoft depuis 5 années maintenant. Donc, je participe à la rédaction des brèves et des infographies que vous retrouverez donc sur le blog Achat Solutions qui est libre d'accès, que vous ayez donc Marco ou pas, vous pouvez aller sur le blog Achat Solutions et vous verrez au fur et à mesure donc l'actualité juridique sous divers aspects. Il y a des vidéos, des infographies, des articles purement juridiques afin d'être toujours au courant des dernières infos relatives à la commande publique. Donc, je vais vous présenter l'actualité juridique avant que Nicolas continue avec l'aspect Marco. Donc, bienvenue à tous. Donc, dans un premier temps, on va voir ensemble les textes marquants de ces derniers mois. Donc, vous avez l'habitude maintenant des nouveaux seuils. Nous avons un seuil en travaux de 100 000 €, donc qui a été relevé par la loi ASAP de 40 à 100 000 € jusqu'au 31 décembre. Ça ne fonctionne pas, excusez-moi, ça ne fonctionne pas le slide. Alors, pourquoi est-ce que le slide ne fonctionne pas? La petite surprise. On avait tout calé avant pourtant. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, là, on est bon. Il y a une petite latence, excusez-moi. Donc, le seuil de 100 000 € en travaux qui a été relevé par la loi ASAP, donc jusqu'au 31 décembre prochain, nous avons ce seuil-là. Il a été prolongé l'année dernière pour 1 année, et donc nous verrons si en fin d'année c'est à nouveau relevé. Si c'est définitivement pérennisé dans le code, pourquoi pas.
Donc, nous vous tiendrons informés sur cet aspect. Les seuils formalisés, notamment, ont légèrement évolué à la hausse. Donc, on a actuellement des seuils pour les marchés de travaux à 5 538 000 € en formalisé. Pour les pouvoirs adjudicateurs, dans les marchés autres que travaux, 221 000 et 143 000 € pour l'État. Et pour les entités, on a des seuils plus importants, 443 000 €. Donc, nous avons, concernant la fusion des données essentielles et du recensement, des évolutions récentes. Donc, pour rappel, nous avions eu 2 arrêtés du 22 décembre 2022. Le but, c'est d'avoir une simplification administrative pour faciliter les acheteurs et les entreprises, on le verra également. Ils ont été mis à jour par 2 arrêtés au 22 décembre dernier, avec en annexe le dernier référentiel des données. Donc, les données essentielles sont désormais publiées sur le site DataGouv. Donc, le PES marché dans Marco vous permet notamment de le faire. Et donc, les acheteurs n'ont plus à recenser leur marché supérieur à 90 000 € auprès de l'OECP, puisque le recensement est automatiquement réalisé sur la base des données essentielles publiées sur le portail DataGouv. Donc, vous allez gagner du temps à ce niveau-là. Simplement, c'est une simplification en demi-teinte, puisque d'un côté, on n'a plus de manipulation à faire, mais par ailleurs, on est passé de 23 à 45 données essentielles à transmettre. Donc, la simplification a des limites. Donc, par exemple, il y a des nouvelles données essentielles, les considérations sociales, les considérations environnementales, les prestations innovantes, la sous-traitance notamment, qui sont à transmettre dans les données essentielles qu'il n'y avait pas avant. Notamment, il y a une des données supplémentaires à transmettre qui est un peu problématique pour les acheteurs. C'est la durée du contrat de sous-traitance. En général, elle n'est pas connue par les acheteurs, puisque ça ne constitue pas une rubrique du formulaire DC4. Donc, on voit que d'une part, il y a une simplification et par ailleurs, elle n'est pas aussi aboutie que les acheteurs le souhaitent. Donc, on a eu 2 arrêtés qui sont venus apporter des précisions sur les données essentielles. Donc, on a toujours 2 arrêtés, 2 décrets, puisqu'on en a un pour les marchés, un pour les concessions. Ces 2 arrêtés sont venus ajouter des obligations, donc les actes de sous-traitance, les actes de sous-traitance modificatifs, les modifications apportées au contrat public notifiées avant le 1er janvier 2024 sont maintenant soumis à cette obligation de publication des données essentielles. C'est effectif depuis le 1er mai dernier. Par ailleurs, ces derniers temps, depuis la période post-Covid notamment, nous avons des évolutions très importantes sur les prix. Donc, dans la foulée, nous avons un nouveau guide sur les prix qui va venir préciser tout cela. Donc, le dernier daté de 2013 et celui-ci, donc, de fin 2023, est venu intégrer toutes les nouveautés. Donc, on a notamment l'intégration de l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, qui a bouleversé un petit peu le prix dans les marchés publics, dans la commande publique en général. Donc, auparavant, on avait le principe d'intangibilité du prix qui nous interdisait de faire des avenants sur le prix, sur les variations de prix, ce qui n'est plus le cas à présent depuis cet avis. Donc, ça a été intégré dans ce nouveau guide sur les prix. On a également l'analyse des méthodes de notation du critère prix qui sont rappelées, avec la DAGE qui a publié une fiche technique qui notamment préconise d'adapter la méthode de notation du critère prix en fonction de l'objectif visé et de ne pas toujours utiliser la même. Ce guide sur les prix va aborder les clauses de réexamen qui sont des outils très intéressants puisque vous allez pouvoir prévenir des aléas. Et contrairement aux avenants qui sont limités en termes de pourcentage, quand cela a été prévu par une clause de réexamen, vous n'avez pas de limite à ce niveau-là. Ça tient compte également de la valorisation des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et enfin, on a un nouveau chapitre, le chapitre 9, qui aborde le contrôle du comptable public sur les prix dans les marchés publics. Donc globalement, cela rappelle la mission du comptable qui est tenu de s'assurer que le marché est exécuté financièrement
conformément aux clauses contractuelles qui étaient prévues. Oui, il était attendu ce guide sur les prix. Hein. Disons que ça recense toutes les nouveautés et comme il y a eu énormément de chamboulements, c'est intéressant en effet de bien préciser tout ça dans ce guide de la dette. Nous avons eu aussi une modification qui a un certain impact, la modification du régime des interdictions de soumission. Donc la loi DDA-DUE est venue assouplir le droit français pour que l'on se mette en conformité avec le droit de l'Union européenne. Nous étions régulièrement en décalage beaucoup plus strict que le droit européen. Nous nous sommes mis un peu dans la continuité de l'Union européenne en assouplissant les interdictions de soumission. Donc, auparavant, même en cas d'obtention d'un sursis par le candidat, on pouvait l'exclure des marchés publics. Ce n'est plus possible à présent. Idem, lorsque le candidat a un ajournement de prononcé de la peine, on ne peut plus l'exclure. Et même principe pour le relèvement de peine. Donc, on laisse une seconde chance aux candidats et on les laisse soumissionner plus facilement qu'avant, notamment via le dispositif d'auto-apurement qui est complémentaire à ces articles du Code et qui permettent désormais à un candidat de vous fournir des preuves qu'il a pris des mesures pour corriger ses manquements. Donc, par exemple, si un candidat vous démontre qu'il a versé une indemnité en réparation du préjudice qui a conduit à sa condamnation, ou qu'il démontre qu'il a collaboré avec les autorités, cela va être suffisant pour démontrer sa fiabilité et donc vous ne pourrez plus lui interdire de soumissionner. Nous allons à présent passer à l'aspect développement durable qui est très prononcé dans la commande publique et de plus en plus ces derniers temps. Donc, nous avons la loi Industrie verte du 23 octobre dernier qui a apporté énormément de modifications dans la commande publique, donc qui a étendu encore un peu plus le développement durable. Donc, nous avons eu notamment une accélération de la prise en compte des critères environnementaux dès juillet prochain, donc dès à présent, au lieu d'août 2026, pour les marchés relatifs aux produits clés de la décarbonation. Pour les marchés relatifs aux voitures électriques, aux pompes à chaleur, aux panneaux solaires notamment, on va avoir l'obligation en tant qu'acheteur de mettre en place un critère. C'est entendu comme une considération environnementale, c'est-à-dire de prendre en compte l'environnement dans la façon de noter les candidats. Il y a également la mise en place d'un standard triple E, excellence environnementale européenne. Donc là, on va inciter les entreprises à avoir une attitude vertueuse, à prendre en compte l'écologie dans leur production. C'est une sorte de label qui va les avantager, qui va ainsi valoriser les entreprises qui ont cette réflexion-là. Par ailleurs, on a la création de 3 nouveaux motifs d'exclusion à la libre appréciation de l'acheteur. Donc la première, c'est pour les entreprises qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'établir un bilan de leur émission de gaz à effet de serre. Donc il faut savoir que les entreprises concernées, ce sont les entreprises de droit privé de plus de 500 salariés en France métropolitaine et 250 en Outre-mer. Donc ce sont des grandes entreprises qui sont concernées par cette obligation. Idem pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur engagement de publication d'informations en matière de durabilité. Idem, ce sont les entreprises considérées comme des grandes entreprises au sens du Code du commerce, donc à minima 500 salariés. Et enfin, le troisième aspect qui est plutôt axé sur la lutte contre la concurrence déloyale. Donc, vous pouvez rejeter à votre libre appréciation des offres comportant des fournitures qui sont majoritairement issues de pays tiers à l'Union européenne, quand ces pays n'offrent aucun accès comparable et effectif à leur marché. Donc la DAGE a explicité cet aspect-là
dans une fiche où elle détaille donc les 3 catégories. Les pays de l'Union européenne qui ne sont pas concernés, les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne mais avec lesquels on a des accords qui ne sont pas concernés, et c'est uniquement la 3e catégorie de pays pour laquelle on va pouvoir mettre en place ces exclusions. Donc, cette loi industrie verte, elle a modifié les articles du code pour alléger les règles d'allotissement et de vigilance. Ça concerne les entités adjudicatrices seulement. Donc, on a 2 allègements. Le premier, c'est la possibilité non négligeable de ne pas allotir les prestations quand ce découpage risquerait de rendre la procédure infructueuse. Donc là, on a un aspect très subjectif. Il appartiendra à ces entités adjudicatrices d'expliquer en quoi est-ce que la procédure pourrait être infructueuse. Mais c'est une possibilité qui est laissée à nos acheteurs. Et ensuite, on a le retour des offres variables. Donc, concrètement, selon le nombre de lots que le candidat est susceptible d'obtenir, vous allez avoir des offres qui vont changer, qui vont être plus effectives, plus efficientes pour l'acheteur. Donc, le décret du 27 décembre 2023 est venu fixer le seuil d'application pour ces offres variables. On est sur un seuil de 10 millions d'euros hors taxe. Donc, cela concerne des très grosses procédures. Mais c'est une première entrée, peut-être éventuellement un test pour ces offres variables. Donc, l'objectif de ce dispositif, c'est d'améliorer l'efficacité de la commande publique, l'utilisation des données publiques en ayant une meilleure prise en compte des économies d'échelle qui sont réalisées par les entreprises titulaires de plusieurs lots. Donc, la question se pose, pourquoi ne pas généraliser cette possibilité si ça a un intérêt à la fois pour les entreprises et pour les acheteurs? La question est en suspens, peut-être que c'est un test avant d'élargir un petit peu. Donc, nous vous tiendrons informés le cas échéant. Donc, la loi industrie verte a également étendu le spazer à tous les acheteurs. Donc, l'État entre dans la danse avec l'obligation de mettre en place un spazer. Donc, dès lors que le montant annuel des achats est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe. Donc, auparavant, c'était 100 millions. Donc, on voit qu'il y a une évolution pour aller vers de plus en plus d'acheteurs concernés. En dessous de ces seuils, vous pouvez bien sûr émettre votre spazer, mais vous n'êtes obligé de le faire qu'à partir de ce seuil. La loi industrie verte, par ailleurs, elle a ajouté aux biens soumis par le spazer, donc la politique d'achat de biens et de services, ce qui semble exclure les travaux. Et il y a également la partie mutualisation du spazer qui a été rendue possible par la loi industrie verte. Donc, si vous êtes plusieurs acheteurs avec des objectifs qui se ressemblent, vous pouvez tout à fait mutualiser votre spazer. Donc, pour rappel, le spazer, schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. On va computer les seuils pour atteindre les 50 millions. On va évaluer l'ensemble des dépenses effectuées au cours d'une année civile et le montant cumulé des marchés notifiés dans l'année. Donc ça, c'était déjà la loi Climat et Résilience qui met en place. Les spazeurs doivent définir des indicateurs précis à atteindre. Donc, l'acheteur se fixe lui-même des indicateurs précis avec des objectifs cibles également définis précisément en chiffres, en nombre. Il n'y a pas actuellement ni de contrôle ni de sanction. Simplement, le législateur oblige les acheteurs à rendre le spazer public, notamment par la mise en ligne sur le site internet de l'acheteur. Donc, il y a évidemment un aspect politique qui prend le relais. Donc, même s'il n'y a pas de sanction à proprement parler, c'est public et donc ça a un impact. Juste un mot peut-être, puisqu'on a eu notre journée client la semaine dernière, on a animé un atelier sur le spazer et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organismes publics qui vont faire un spazer ou un SPAR ou un document de politique d'achat responsable bien en deçà des seuils réglementaires. Donc, n'hésitez pas à initier une réflexion en interne sur cette démarche. Je pense que c'est un super outil. Le spazer est vraiment un super outil pour cadrer sa politique achat, pour se fixer des objectifs, quand bien même la réglementation ne vous y soumet pas encore.
C'est ma petite minute de promotion anti-stagiaire. Donc, le développement durable, il avait été initié par la loi climat et résilience, notamment sur un aspect très concret, même s'il y avait eu des débauches auparavant. Donc, dès le 21 août 2026 au maximum, nous aurons l'obligation, donc tous les acheteurs, d'avoir recours à au moins un critère environnemental. Cela a été avancé pour certains aspects, donc notamment dès le 1er juillet prochain, les marchés qui portent sur l'implantation ou l'exploitation d'installations de production ou de stockage d'énergie renouvelable, tels que les panneaux solaires, seront concernés par cette obligation dès à présent. Pour les concessions, on va, dans le rapport annuel d'information, avoir l'obligation pour le concessionnaire de détailler les mesures qui sont mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique. Il faut savoir qu'au maximum, ça entrera en vigueur au 21 août 2026. Cependant, on a le plan national des achats durables qui a mis à horizon 2025 100% de marchés comportant des clauses sociales, des clauses environnementales et 30% comportant des clauses sociales. Donc, il n'est pas impossible que des décrets d'application soient émis en amont, comme on a eu le cas pour les panneaux solaires, notamment qu'on vient de voir. Par ailleurs, on a, au-delà de l'aspect environnemental dans la notation, les spécifications techniques et les conditions d'exécution qui seront obligatoires. Donc, concrètement, on devra avoir une formalisation dans les documents de la consultation des spécifications techniques et des conditions concrètes d'exécution. Donc, la clause environnementale ou la clause sociale, pour le dire très clairement. Par ailleurs, on a la possibilité de prévoir l'interdiction de soumissionner aux entreprises qui n'ont pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance. Le plan de vigilance, c'est l'équivalent pour les grandes entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, du SPASA. Donc, le plan de vigilance, il permet d'identifier les risques et de prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Donc, toute entreprise concernée par cette obligation qui n'a pas émis son plan de vigilance pourra être exclue de vos marchés publics si vous le souhaitez. On a une question peut-être, oui. Juste clause ou considération, ce n'est pas la même chose. Non, considération environnementale, ça englobe les critères et les clauses. On peut avoir l'un ou l'autre, ou les deux. Pour l'aspect purement social, on aura l'obligation au maximum au 21 août 2026 de mettre en place, dans les marchés formalisés seulement, une clause sociale. On a 4 exceptions qui sont prévues par le législateur parce que forcément c'est plus difficile à mettre en place que l'aspect environnemental. Donc le législateur a assoupli un petit peu l'obligation. Donc la première exception, le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible. Donc très concrètement, on a des kits déjà tout prêts qui répondent à notre besoin. On ne va pas créer artificiellement une clause sociale. Donc là, vous êtes exempté de le mettre en place. La deuxième exception, quand on n'a pas de lien suffisant avec l'objet du marché. Donc, par exemple, on a des marchés très très spécifiques et on ne peut pas le mettre en place. Par exemple, des marchés dans le nucléaire ou autre, où ça va être très difficile, on ne trouvera pas de lien suffisant entre les publics éloignés du monde du travail et le marché en question. Le troisième aspect, si ça restreint la concurrence ou que ça rend difficile l'exécution du marché, que ce soit d'un point de vue technique ou économique, on n'aura plus cette obligation non plus. Donc là, c'est le législateur qui est totalement pragmatique. Le but, ce n'est pas de bloquer les acheteurs, mais d'insérer les clauses quand cela est possible. Et enfin, dans la lignée, un marché de travaux d'une durée inférieure à 6 mois, d'une part, ne va pas réinsérer ce public et par ailleurs va rendre plus difficile l'exécution. Donc, pour ces marchés-là, on n'aura pas l'obligation de le mettre en place. Donc, on a 2 catégories. Donc, le pouvoir adjudicateur, il devra justifier de l'exception dans son rapport de présentation. Et l'entité adjudicatrice, qui a toujours plus de liberté, le fera par tout moyen.
Une question, le PNAD impose des considérations, me semble-t-il. Alors, le PNAD, en effet, à hauteur 2025, c'est l'obligation d'avoir une considération environnementale pour 100% des contrats et pour 30% des contrats, une considération sociale. PNAD, un plan national des achats durables. Tout à fait. Donc voilà pour l'aspect loi climat et résilience, un rappel nécessaire parce que au vu des évolutions, il pourrait très bien y avoir des décrets qui anticipent et non pas comme c'était prévu initialement dans 2 ans, et ça peut très bien être avancé à tout moment. Donc c'est bien de se préparer en amont, notamment pour l'aspect social où ça nécessite quand même de faire un certain sourcing ou de se rapprocher de certaines structures. Par ailleurs, on a un décret qui a été recyclé récemment. Donc, initialement, on avait le décret du 9 mars 2021 relatif à la loi AGEC. On a un décret du 21 février 2024, donc le 21 février dernier, qui est venu abroger ce décret et il entre en vigueur la semaine prochaine. Donc, on a une nouvelle liste de produits. Auparavant, on n'avait pas d'évolution dans le temps, on avait juste un pourcentage minimum qui était imposé. Maintenant, le législateur nous donne trois durées, donc période 2024 à 2027, 2027 à 2030 et 2030 par la suite. Donc, on va avoir des pourcentages qui évoluent au fur et à mesure. Toujours dans le même esprit, le législateur, petit à petit, nous impose de plus en plus d'éléments en termes environnementaux et sociaux. Donc, les objectifs peuvent être atteints par l'acquisition ou le don de produits. Donc ça, c'est une nouveauté. On va aider les acheteurs à atteindre cet objectif lorsqu'ils utilisent donc le réemploi, qu'ils reprennent des meubles ou autres. C'est comptabilisé dans cette volonté de réutilisation, etc. On a 2 arrêtés du 29 février dernier qui sont venus compléter le décret. Un a précisé la liste des produits concernés. Donc on a des nouveaux produits qui sont maintenant soumis à l'obligation de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Donc le réemploi, c'est la seconde main. La réutilisation, c'est quand un produit était destiné à être jeté, qu'il a subi une transformation et qu'on le remet dans le circuit. Par exemple, un smartphone reconditionné. Plutôt que le jeter, on va changer la batterie et on va le remettre à la vente. Et issu du recyclage, donc il suffit qu'au moins un des composants soit issu du recyclage pour considérer que le produit en lui-même est issu du recyclage. Et on a un second arrêté qui va fixer la grille de valeur forfaitaire pour comptabiliser les dons de façon très concrète en valeur monétaire. Donc, je vous ai montré, voilà, je vous ai pris une petite capture d'écran. Par exemple, concrètement, si je veux acheter des produits textiles qui ne sont pas des équipements de protection individuelle, si j'ai un marché notifié en 2024, je vais devoir dans l'année avoir 8% de mes biens qui seront issus du réemploi ou de la réutilisation, 20% intégrant des matières recyclées. Si j'ai le même marché en 2027 qu'il est notifié en 2027, ça sera 15 et 25. Et à partir de 2030, 15 et 30. Et c'est la même évolution pour toutes les catégories de produits. On voit que le législateur, par le biais de la commande publique, veut forcer les entreprises à ne pas jeter leurs produits, mais plutôt à les reconditionner, à les réutiliser. 2 petites questions, 2-3 questions. Là, ça appelle la réflexion, forcément, c'est nouveau et je sais que c'est pas facile pour vous, acheteurs, de manier ces nouveaux textes. Concernant le décret, lors d'un achat effectué par l'UGAP, qui doit déclarer l'UGAP ou nous, acheteurs? Je pense qu'on parle ici de la déclaration AGEC. Alors, vous êtes censé répertorier les achats que vous avez effectivement faits. Donc, pour vos achats, vous allez lister ceux qui relèvent des produits recyclés, réutilisés, etc. Donc, pour toi, c'est l'acheteur, c'est pas l'UGAP qui est l'intermédiaire, en fait. Oui, parce que l'UGAP va mettre en place une liste dans le BPU, par exemple, mais le législateur nous dit sur l'année civile les produits consommés, effectivement. Donc, forcément, ça sera vous, puisque c'est vous qui allez consommer, qui allez avoir l'état des lieux de vos consommations.
Toujours des petites questions. Cette notion de réemploi s'applique-t-elle à tous les domaines de la commande publique? Alors, on a une liste de catégories de produits qui sont concernés, 17 catégories, et donc vous avez cette obligation uniquement quand vous achetez ces produits-là. Le reste, vous pouvez acheter des produits réemployés, réutilisés avec des matières recyclées, mais vous n'aurez pas d'obligation minimale et vous n'aurez pas de compte rendu à faire, contrairement à ce décret qui impose que au plus tard, au mois de juin de l'année N+1, on détaille ce qui a été effectivement acheté. La différence entre réemploi et réutilisation, je pense que ça c'est bien défini dans le texte. Le réemploi, c'est la seconde main. Un meuble qui a déjà été utilisé, qui n'est pas neuf et que je vais acheter. La réutilisation, c'est un produit qui était destiné à être jeté et qui va subir une transformation et qui va être remise dans le circuit, tel un smartphone reconditionné, un ordinateur reconditionné au lieu de le jeter. Donc il est comme neuf, mais c'est parce qu'il a subi une transformation. Merci Nawal. On apprend, c'est plus une remarque à la difficulté que les assureurs n'ont pas avancé sur ces problématiques de réemploi. Tout à fait. Voilà. Je sais qu'il y a vous avez beaucoup d'interrogations et de questionnements là-dessus. On en fera sûrement une thématique à part au second semestre. On anime régulièrement des webinaires sur le développement durable. Donc, je pense qu'on voit qu'il y a plein de questions. On en fera une thématique à la rentrée. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en parler. En effet, ces aspects-là sont très évolutifs et donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle obligation, il faut un petit peu le temps pour que tous les acteurs se mettent à jour. Et c'est pour ça que souvent on a des décrets, etc., évolutifs où on laisse quelques mois avant l'entrée en vigueur notamment. L'arrêté, le second arrêté dont je vous parlais, qui fixe la grille forfaitaire, vient nous détailler si on m'a fait don de tel ou tel produit, je vais pouvoir comptabiliser X euros dans mon effort de réutilisation, réemploi. Donc, la liste est assez déséquilibrée, mais voilà, elle est fixée de façon, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Toujours est-il que cet arrêté vous permettra, s'il vous manque quelques centaines, quelques milliers d'euros pour atteindre vos objectifs, de les ajouter. Donc voilà pour l'aspect développement durable qui est très évolutif et qui peut connaître des évolutions à tout moment, comme on l'a vu récemment. Nous allons passer maintenant sur les achats innovants. Nous avons un guide des achats innovants qui a été publié donc en avril dernier. Il est refondu entièrement puisqu'on a des évolutions sur cet aspect-là. Donc on a eu une démarche de concertation entre les administrations, les acheteurs nationaux, territoriaux, les fédérations professionnelles et les entreprises innovantes. Donc là, on a voulu vraiment associer toutes les parties et on a des fiches qui vont nous permettre, d'une part, grâce à un faisceau d'indices, de déterminer ce qu'est un achat innovant, de gérer la partie propriété intellectuelle qui peut être problématique et pour les entreprises, de valoriser la solution innovante qui est proposée. Donc l'objectif, c'est de faciliter à la fois les acheteurs face aux risques juridiques et à accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs solutions innovantes. Très concrètement, on a des articles du code qui nous permettent de passer des procédures sans publicité, ni mise en concurrence quand on est dans des achats innovants inférieurs à 100 000 euros. On a une exception très large de l'innovation. Elle peut être technologique, commerciale, organisationnelle. C'est une mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, une nouvelle méthode de commercialisation, une nouvelle méthode organisationnelle dans l'organisation du lieu de travail, voire même dans les relations extérieures de l'entreprise. Donc on voit que le législateur laisse la porte grande ouverte pour qualifier un achat d'innovant. Par ailleurs, une innovation n'est pas forcément une nouveauté, mais peut consister en une amélioration sensible. Donc on voit qu'on est dans cette volonté du législateur de faire entrer le maximum d'éléments dans l'innovation. Ça a été complété par la loi de finances 2024. L'innovation peut ressortir de la nature même de l'entreprise et on a même qualifié de nécessairement innovant l'achat réalisé auprès des jeunes entreprises qui sont listées à l'article 44 du Code général des impôts. Donc dès lors que c'est un produit fabriqué par ces entreprises, on va considérer d'office que c'est un achat innovant.
donc avec l'intérêt que cela a en dessous de 100 000 € de créa gré. Donc voilà pour le balayage des textes récents de la commande publique. Nous allons à présent passer à la jurisprudence. Donc on a quelques arrêts qui ont un impact donc, en complément du dispositif d'auto-apurement que nous avons évoqué tout à l'heure. Le Conseil d'État, le 16 février dernier, a indiqué que la durée d'exclusion des opérateurs condamnés ne pouvait pas excéder une durée raisonnable. Très concrètement, le Conseil d'État nous dit, pour une condamnation par jugement non définitif, la durée d'exclusion maximum est de 3 ans. Et le point de départ, c'est la condamnation en elle-même et non pas les faits. Par ailleurs, on a un aspect d'impartialité qui a été rappelé le 12 janvier dernier par le tribunal administratif de Montreuil. Donc, un élu qui a critiqué le concessionnaire sortant de la DSP pendant la procédure de renouvellement a porté atteinte au principe d'impartialité. La procédure a donc été annulée. Il n'est même pas démontré l'existence d'un conflit d'intérêts. Le simple fait d'avoir critiqué le titulaire sortant a suffi à annuler la procédure. Donc soyez vigilants quand vous parlez publiquement d'une consultation en cours. Il faut absolument éviter toute critique. Le Conseil d'État, donc le 2 février dernier, nous dit en tant qu'entité adjudicatrice, si on délègue la mission d'opérateur de réseau, on perd son statut d'entité adjudicatrice. Voilà, le juge a un aspect très pragmatique. Il considère donc que ceux qui donnent le statut d'entité, c'est l'opérateur, le fait que l'acheteur soit opérateur de réseau. Dès lors qu'il délègue cette mission, il perd son statut d'entité avec toutes les facilités que ce statut comporte, comme on a pu voir, notamment pour les lots variables. Et on a d'autres facilités aussi, les seuils plus élevés, le fait en accord cadre de pouvoir avoir 8 ans et non pas 4, etc. On a notre arrêt du Conseil d'État. Enfin, c'est le même arrêt, mais il a 2 aspects. Donc, par ailleurs, ça a été l'occasion de rappeler, en cas de fuite d'informations, donc là, en l'espèce, l'acheteur s'est trompé lors des négociations, il a transmis au mauvais candidat les données relatives à son concurrent. Donc, le code, par défaut, nous dit que l'acheteur va rejeter, va exclure de la passation les candidats qui ont entrepris d'obtenir des informations confidentielles qui sont susceptibles de leur donner un avantage. Là, ce n'est pas le cas, c'est l'acheteur qui s'est trompé. Le juge considère que le candidat a eu la bonne réponse puisque malgré qu'il ait téléchargé et dupliqué les documents, il a informé l'acheteur avant de remettre son offre finale. Donc, il est considéré comme ayant renoncé à tirer parti de ces données. Et l'acheteur a une bonne réaction. Donc, si un jour vous avez une fuite d'informations, il a stoppé les négociations avant la remise de l'offre finale pour éviter que cela ait un impact. Et donc, il a attribué sur la base des négociations intermédiaires. Donc, la procédure a été considérée comme étant tout à fait régulière. Ensuite, donc on a abordé tout à l'heure les marchés d'assurance. Donc, le Conseil d'État, le 4 avril dernier, est venu préciser un élément. Donc, il y a une interaction entre le droit des assurances et le droit des contrats publics. Donc, le droit des contrats publics donne une large prérogative aux acheteurs, tandis que le Code des assurances donne de gros avantages aux assureurs. Donc, il y a une imbrication qui peut être assez difficile parfois. Donc, cet arrêt a été l'occasion de concilier au mieux ces 2 aspects. Donc, l'assureur, dans le Code des assurances, peut résilier unilatéralement à tout moment, même si le contrat ne comporte aucune clause en ce sens. Le juge administratif est venu nous dire qu'en effet, c'était possible. Simplement, il y a un assouplissement. L'acheteur peut opposer un motif d'intérêt général. En l'espèce, la nécessité d'assurer des biens qui concourent à la mission de service public est en soi une justification. Et à ce moment-là, l'acheteur aura 12 mois pour relancer, 12 mois au maximum, pour relancer son marché d'assurance. Et pendant cette période, l'assureur ne pourra pas résilier. Donc ça, c'est intéressant. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, vous aurez
au maximum, donc 12 mois, ce qui vous laissera le temps de relancer et de trouver, je l'espère pour vous, un assureur. Ensuite, on a un arrêt assez particulier. Le tribunal administratif d'Amiens, le 19 avril 2024, nous a dit qu'on pouvait noter le prix de la seule tranche ferme dans une situation assez particulière. Donc, on avait soit une tranche optionnelle 1, soit une tranche optionnelle 2 qui serait affermie et pas les deux en même temps. Donc, une analyse globale n'aurait pas été cohérente. L'ERC avait précisé ces éléments-là. Et donc, le juge a permis que cela soit fait de cette façon, dans ce cadre très particulier. Certains commentateurs, la doctrine a considéré qu'on aurait pu prévoir des sous-critères par tranche avec des sous-pondérations différentes. Par exemple, 60% pour la tranche ferme, 40% pour la tranche optionnelle 1. Ça aurait été un autre moyen de régler cette problématique particulière. Le TA de Lyon, par ailleurs, le 21 mai dernier, nous a rappelé qu'un candidat individuel n'est pas la même personnalité qu'un membre de groupe. Donc, nous avions un candidat individuel qui a candidaté à de l'eau et il a, dans le cadre d'un groupement, candidaté à un troisième. Le RC prévoyait de n'attribuer que 2 lots au maximum. Le juge est venu nous dire que ce n'était pas le même candidat, puisqu'il était d'un côté candidat individuel, par ailleurs membre de groupement, et donc on a pu attribuer les 3 lots. Ce qui peut être fait, c'est dans le RC interdire d'être à la fois candidat individuel et membre de groupement, et par ce moyen-là, vous n'aurez plus cette difficulté. Et enfin, les offres inacceptables. Le 12 juin dernier, le Conseil d'État est venu apporter une nouveauté dans la commande publique. Donc, on est en présence d'un accord cadre avec un maximum et le budget alloué pour cette consultation était inférieur au montant maximum. Donc, le juge administratif nous dit que c'est tout à fait possible. S'il y avait un minimum, il aurait dû être au moins au niveau du minimum, mais le maximum n'a pas l'obligation d'être atteint en termes de budget. Donc, si on veut déclarer une offre inacceptable, donc au-dessus du budget, la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel administrative de Paris, avait indiqué qu'on n'avait pas l'obligation d'indiquer le montant de ce budget pour déclarer une offre inacceptable. Le Conseil d'État est venu casser cette décision. Et donc, à l'avenir, dans le cadre d'un budget inférieur au montant maximum de l'accord cadre, vous ne pourrez rejeter une offre au motif qu'elle est inacceptable qu'à condition d'indiquer le budget en question. Et donc là, on va un peu plus dans l'exigence de la transparence dans la commande publique. Donc voilà pour le balayage à la fois textuel et jurisprudentiel des derniers mois. Juste une petite question, pas sur la dernière, mais sur une jurisprudence précédente, sur la notion de tranche ferme et tranche optionnelle. Oui. Juste si tu peux dire 2 mots de la ligne. Alors, de la notion, en fait, de tranche ferme. De tranche ferme et tranche optionnelle. Alors, la tranche ferme, c'est ce qu'on se contraint à faire. Et la tranche optionnelle, c'est une possibilité, on peut affermir dans un délai raisonnable telle ou telle tranche optionnelle. Par exemple, je suis sûre de rénover mon bâtiment principal, mais au vu du budget, de la technicité, des délais, peu importe, je ne suis pas sûre de rénover l'annexe attenante. Donc, je m'en tranche ferme mon bâtiment principal et en tranche optionnelle mon annexe. Donc, le titulaire est sûr de rénover le bâtiment principal, mais il ne rénovera l'annexe que si j'affermis la tranche. Je suis libre d'affermir ou de ne pas affermir sans avoir à justifier. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on essaye de répondre. Alors, on répondra dans un second temps aux questions qu'on a laissé passer, que j'ai laissé passer au travers des mails, mais on est là pour ça aussi. Alors, au niveau du timing, hein, on est bon. On est bon. 3 quarts d'heure. Merci beaucoup, Nawal. C'était super intéressant. Surtout, on adore les jurisprudences. On adore. Je sais que vous, acheteurs, vous n'aimez pas quand ça tombe sur vous, mais les jurisprudences, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles
elles nous permettent justement d'améliorer la pratique et de bien se focaliser sur ce qui est important et puis sur comment le juge pourrait l'interpréter. Donc, tenez-vous informés des jurisprudences et surtout abonnez-vous au blog Achat Solutions. Nawal participe à la rédaction de nombreuses analyses sur le blog et on partage tout. C'est ouvert à tous. Vous pouvez vous abonner, c'est absolument gratuit. C'est pas réservé aux utilisateurs Marco. Et du coup, ça me fait la transition avec Marco et Nicolas qui va vous présenter ce qu'un outil peut apporter dans la rédaction de vos marchés. Nawal, est-ce que tu peux me désigner comme intervenant et présentateur, s'il te plaît? Moi, je crois qu'il va le faire. Et c'est énorme, vous étiez à un moment donné 350 participants, on est toujours au-dessus de 300, 315, 320. Donc, merci pour votre participation super active. Hein. On est parti. Allez, il nous reste quelques minutes. Alors, donc, vous arrivez sur l'écran. Quand vous vous connectez via un navigateur. L'application, elle est en SaaS. Il n'y a absolument rien à installer, rien à faire. On est connecté via le navigateur web à Marco avec un nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, vous arrivez sur votre environnement de travail avec l'univers Marco qui se présente à vous. Alors, pour que je puisse accéder, moi, je vais vous le remettre en… Je suis désolée, mais je vais vous remettre sur un thème. Moi, je travaille en mode sombre, mais bon, ce n'est pas toujours visible pour tout le monde. Donc, on va revenir sur un thème classique. Donc, vous avez tous les dossiers que vous avez déjà gérés dans Marco avec votre petit avatar pour dire que c'est vous qui êtes en responsabilité de ce dossier. La petite feuille verte pour indiquer si ce dossier-là contient des dispositions liées au développement durable et le petit cœur pour le mettre en favori et ainsi avoir directement, quand vous arrivez sur un filtre dossier favori, vos dossiers préférés. Tout en haut, vous avez les différents modules de l'univers Marco. Donc, le cœur de Marco, c'est la rédaction. C'est ce que je vais vous présenter rapidement dans les quelques minutes que j'ai. Marco va vous permettre de rédiger vos dossiers de consultation. C'est la vocation principale du module rédac. On verra tout à l'heure. Les autres modules qui complètent ce module rédaction, c'est en amont, toute la partie achat qui va vous aider sur la préparation de l'achat, le recensement de vos besoins, la gestion d'une nomenclature achat, la computation des seuils notamment. Donc là, il y a tout l'univers en amont sur la partie achat et sourcing qui sont proposés par Marco. Vous avez aussi la partie consultation de faible montant qui va vous permettre de gérer tous vos plus petits achats, notamment ce qu'on appelle surcroît de vie, où on va vous proposer en quelques écrans un petit cahier des charges simplifié et on va vous permettre aussi d'envoyer les courriers, d'attribuer le marché et de pouvoir capitaliser sur ces informations dans l'outil. Rédaction, j'y reviens. Procédure, c'est le module qui va vous permettre de faire la passerelle vers la démat. Vous allez pouvoir gérer votre publicité et toute la partie consultation côté acheteur avec les différents courriers, les différents documents qui sont nécessaires dans une consultation. Vous allez pouvoir aussi gérer l'organisation de vos CAO dans le module procédure. La démat, on embarque la démat AW Solutions dans Marco, mais on est capable de se connecter à quasi toutes les autres démat du marché avec une interface qui permet d'envoyer les données de la consultation vers la démat et partenaire et de récupérer les registres de retrait et de dépôt. SAM et STF, ce sont les modules d'exécution de Marco. SAM, suivi administratif des marchés, STF, suivi technique et financier. C'est les modules qui vont vous permettre, une fois que le marché est attribué, qui vont vous permettre de gérer toute l'exécution d'un point de vue administratif et financier, donc les OS, les avenants,
les déclarations de sous-traitance, les décomptes dans STF. Vraiment, on va tout au bout de l'exécution grâce à ces modules. Et le décisionnel, eh c'est un dernier né dans la suite Marco, puisque le décisionnel, il va permettre de venir requêter toutes les données que vous avez saisies à tout niveau, dans tous les modules, pour construire des analyses et des rapports qui vont vous servir à votre pilotage achat, et notamment qui vont être très précieux dans le suivi de vos spazeurs, par exemple. Donc, Redac. Alors, donc, je finis sur l'univers Marco, puisqu'on est en tant qu'affaire, on est sur la barre du haut. Ici, vous allez pouvoir gérer en multi-organisme. Vous allez pouvoir travailler pour plusieurs organismes. Ici, vous allez avoir un système d'alerte qui va vous arriver sur différents dossiers. Alors, ça, c'est lié au paramétrage que nos équipes auront fait avec vous. Hein. Une fois que vous avez acheté Marco, on vient vous aider à paramétrer le logiciel pour qu'il corresponde précisément aux besoins de votre organisme. On a un mode école dans lequel on peut s'entraîner sans impacter les affaires en production. Un agenda également. Et ici, vous avez un gaufrier qui est très important qui vous donne accès à tout l'univers Marco, donc à l'assistance. Vous bénéficiez, outre l'acquisition du logiciel, vous bénéficiez d'une assistance juridique, notamment sur la commande publique, qui est illimitée. Nawal fait partie de l'équipe métier chez nous et elle participe à l'assistance juridique, alors un petit peu moins puisque tu as beaucoup de missions sur l'actu maintenant, mais elle participe à l'assistance juridique et les consultants que vous avez en ligne sont également les personnes qui viennent vous former sur les différents modules de Marco. Donc vraiment, on ambitionne de vous apporter une forte sécurité juridique au travers de notre expertise. Donc assistance illimitée. L'urgence DCE, on a une offre pour vous permettre d'externaliser les dossiers quand vous êtes en surcharge d'activité, difficulté de recrutement, etc. On a une bibliothèque de CCTP qui est inclue en natif dans l'offre standard de Marco, l'extranet. Vous avez accès à toutes les informations juridiques, à toutes les manifestations qu'on peut organiser, la démat AW Solutions, et puis après les sites Agisoft et Achat Solutions qui sont plus institutionnels. Et enfin le blog qu'on a longuement évoqué tout à l'heure. Donc le blog, vous y accédez très simplement à partir de Marco et vous pouvez vous abonner et accéder à toutes ces infos précieuses et infographies qui sont produites et publiées par nos équipes. Allez, quelques minutes pour rentrer dans l'environnement de rédaction. Donc, rédaction, c'est très simple. Pour aller créer un nouveau dossier, on a un petit bouton « Créer » qui va nous ouvrir une page, enfin un questionnaire avec les grandes généralités de la consultation qu'on s'apprête à lancer. Donc, avec des informations, est-ce qu'il s'agit d'un marché public, d'un accord cadre, d'une concession? On gère également les concessions. Est-ce que je vais acheter des travaux, des fournitures, des services ou des prestations intellectuelles? Le mode de passation. Donc, en fonction des choix que je vais avoir à faire dans cet écran, le logiciel va me proposer uniquement les questions qui correspondent à ces choix. Par exemple, si je pars en accord cadre de fourniture par exemple, et automatiquement, il va m'adapter les propositions sur la forme de contrat. Est-ce que je veux un accord cadre à bon de commande, un accord cadre avec des marchés subséquents, un accord cadre mixte, composite ou hybride? On gère tous les montages possibles prévus par la réglementation. Et là, même, on va au-delà de la réglementation, puisqu'il s'agit de montages qui sont préconisés pour certains par la direction des affaires juridiques de Bercy. Et donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Du moment où vous choisissez accord cadre, marché subséquent, il vous propose avec maximum, mono-opérateur, multi-opérateur, le montant maximum. Et puis, si je veux faire un CCAP, un CCP, est-ce que je vais avoir des lots? En fonction du choix que vous faites à l'écran, vous avez les différents choix qui s'adaptent. Je vais revenir sur une affaire qui est déjà rédigée. Alors, par contre, moi, voilà, je n'ai pas d'affaire forcément idéale pour les démos. Donc, une petite affaire que j'avais montée pour une matinée client. Je ne sais pas si je suis allée bien loin avec de l'eau. Non, je ne suis pas allée très loin. J'ai rempli que quelques écrans. Je vais vous expliquer le principe.
Donc, c'est une saisie. Marco, c'est vraiment vous répondez à des questions et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions de manière, à tous les écrans de manière linéaire. Hein. Si vous avez les infos pour les délais d'exécution, eh bien, vous pouvez aller alimenter ces questions-là et apporter les réponses, et ainsi de suite. Il faut que tous les écrans soient en vert pour pouvoir avoir votre DCE complet. Vous accédez au DCE avant dans la rédaction, mais Marco vous valide que tout est OK quand tous les écrans sont ouverts. Juste un petit complément. Donc, on a la possibilité dans rédaction de générer en effet les consultations, les CCAP, etc. Et en complément de ce que nous avons évoqué tout à l'heure pour les spacers, en haut à gauche, vous pouvez également générer votre spacer par Marco. Tout à fait. Merci. On a prévu le spacer désormais dans Marco, la rédaction du spacer. Bon, chercher un dossier un peu complet, j'ai un peu de mal à en trouver dans ma base, parce que je fais beaucoup de tests. Donc, celui-là, il est peut-être pas mal. Donc, on va aller voir, je vais aller voir directement les éditions, parce que voilà, là, typiquement, je suis sur un dossier qui a été complété, qui est surtout verrouillé. Donc, je peux plus le modifier. On peut considérer peut-être même qu'il a été publié. Donc, les éditions, puisqu'on va finir là-dessus, je ne vais pas vous mobiliser non plus trop de temps. On avait dit 1 heure, on est un peu au-delà, nos petits problèmes techniques. Donc, Marco va vous proposer le CCAP, le règlement de la consultation et l'acte d'engagement. Donc là, je suis partie sur une édition CCAP. Et Marco vous propose le document, donc avec une partie legal design pour vraiment sur la première page avoir l'essentiel de la consultation et du contrat, un sommaire qui va être entièrement adaptable et les clauses qui sont issues de vos saisies. Ces clauses-là, vous avez encore possibilité à l'édition de les modifier avec le petit crayon qui va vous permettre d'aller adapter à chaque fois, d'aller adapter la clause Marco comme vous souhaitez. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Il y avait l'onglet, il est resté ouvert à gauche du bloc. Ah, je l'ai là, du bloc. J'ai fait n'importe quoi, j'ai cliqué sur mon clavier trop vite. Là, il me manque un bout de l'écran. Voilà, on remonte un petit peu la petite clause en haut. Voilà, ici. Ah, je l'ai pas. Contrôle moins. Voilà. Donc là, on va décocher la petite clause personnalisée en remplacement des variables. Bon, je n'ai pas modifié la clause, mais en tout cas, chaque clause est modifiable. Quand je clique sur le petit crayon, je vais pouvoir rajouter du texte comme je le souhaite. Et une fois que ma clause est personnalisée, je peux la visualiser facilement pour la relecture. Évidemment, j'ai différentes options et je peux toujours accéder au plan aussi de mon CCAP pour venir rajouter un article si je le souhaite. J'ai oublié de vous parler d'un élément important dans la saisie. Donc, comme je vous l'ai dit, vous répondez à des questions et vous avez accès sur chaque champ de saisie à une aide embarquée complète sur à la fois une aide juridique qui va vous donner les éléments de réflexion. Pourquoi Marco nous pose cette question? Qu'est-ce que ça implique? Donc, vous allez pouvoir consulter l'aide rédigée par nos juristes, mais également accéder aux articles du CCAG en un simple clic et accéder aussi au code de la commande publique quand il y a des articles en lien vers le code. Vous avez aussi un lien vers le glossaire. Vers les infographies également. Vers les infographies également, oui, vous l'avez rajouté il y a pas très longtemps. Donc, une aide vraiment adaptée à chaque champ de saisie. Là, par exemple, des mentions des demandes de paiement. Qu'est-ce qu'on me demande? Automatiquement, j'ai la réglementation qui s'affiche avec toutes les informations pour éclairer mon raisonnement et mes choix. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Nawel, sur Redac? Alors, sur Redac, on a la possibilité de dupliquer des consultations, qui vous permet, quand vous avez des marchés à reconduire tous les ans, tous les 2 ans, etc., de ne pas avoir à ressaisir. Vous aurez votre base, ou même quand vous avez des marchés qui se ressemblent,
En allant sur l'écran d'accueil dans Rédaction, vous allez voir toutes les consultations. Et sur la droite, vous allez avoir deux petits éléments imbriqués juste à gauche de la corbeille. Et vous pourrez dupliquer votre consultation. Idem pour les relances après infructueux. Vous n'aurez pas besoin de tout ressaisir à chaque fois. Et quand il y a une modification de la réglementation, ça la met à jour directement. Et donc, vous n'avez pas à vous soucier de la sécurité juridique et c'est un gain de temps. Oui, je vous prends en même temps les petits onglets. Hein. Il y a voilà, la possibilité de dupliquer, de transformer en consultation type pour se créer une bibliothèque de modèles. Et vous avez la passerelle entre les différents modules. Quand vous êtes sur une affaire dans Rédaction, voilà, vous pouvez passer dans l'univers procédure et vous retrouvez cette consultation dans la partie procédure. Vous avez cet écran de synthèse sur chaque dossier qui vraiment vous permet d'avoir un maximum, en un coup d'œil, d'avoir un maximum d'informations sur la consultation, d'avoir accès aux pièces. Ici, possibilité de créer un marché subséquent directement à partir du dossier, puisqu'on est bien sur un accord cadre. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. On a ici possibilité aussi de travailler en groupement de commandes dans Marco, rédiger des conventions et monter des marchés pour le groupement de commandes. Le fameux onglet consultation type qu'on évoquait, il est ici. Le spazer qui vous permet de rédiger un spazer dans Marco et évidemment de le suivre avec des clauses adaptées, des clauses environnementales, des clauses sociales et également tous les critères à disposition sur la partie environnementale. On suit aussi les CPV AGEC qui sont bien identifiés. Justement, on n'a pas parlé des... allez, je finis là-dessus. On n'a pas parlé des CPV. Et parce qu'on a on embarque une intelligence artificielle dans Marco sur plusieurs écrans. Alors là, il va falloir que je retrouve l'écran de la CPV. Renseignement complémentaire, le paragraphe dessous. Donc là, je ne sais pas ce qu'elle va me... Donc, désormais, quand vous arrivez sur l'écran CPV, et ça, c'est vrai sur plusieurs écrans de Marco, hein, on investit énormément dans l'IA pour vous faire gagner du temps sur la saisie. Notre objectif dans le produit, c'est de remplacer des écrans par des suggestions sur des choix qui sont intellectuellement, il n'y a pas une grosse plus-value à aller chercher des heures dans la nomenclature CPV, quel code correspond le plus à l'objet de sa consultation. Là, la petite chouette, Mia, le fait pour vous, puisqu'elle vous propose des recommandations. Là, par exemple, j'étais sur une consultation pour l'achat de cartes jeunes. Et bien, elle me propose des cartes, le code de CPV carte informatique, carte, même carte à puce. Donc déjà, tout est pré-mâché. J'ai juste à sélectionner la CPV qui se rapproche le plus de ma consultation et j'ai plus à aller rechercher dans les méandres de la nomenclature. Cette intelligence artificielle, vous l'avez également sur les mots-clés descripteurs pour la pub. Vous l'avez sur les index. On est en train de prochainement le livrer. Et on continue, on a plein de dossiers sur le sujet, notamment sur la partie CCTP aussi. On essaye de réfléchir à de nouvelles fonctions sur les CCTP et l'IA. Donc déjà, les CCTP, on vous propose une bibliothèque de CCTP qui vous permettent de vous inspirer de ce qui est fait par la communauté d'utilisateurs. On a une bibliothèque d'à peu près 50 ou 60 000 CCTP ici qui sont publics, hein, qui sont issus de l'ADEMAT. Vous avez une recherche contextuelle pour vous aider à retrouver les CCTP qui se rapprochent le plus de votre consultation. Vous pouvez noter les CCTP, vous pouvez apporter des commentaires. Là, pour l'instant, on est sur une fonction où il n'y a pas d'IA, mais on est en train de travailler à vous proposer des choses encore plus performantes avec l'intelligence artificielle. Bon, c'était un tour rapide de la rédac. Vous avez des questions pour ceux qui sont encore restés jusqu'avec nous? Ah oui, on a encore plus d'une centaine de participants. Moi, je suis encore à votre disposition là une dizaine de minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous souhaitez être contacté pour une démo un peu plus classique où il y aura moins de problèmes fonctionnels. Donc, Nicolas étant pas avec nous dans l'entreprise, la connexion à distance était peut-être un peu plus difficile. Donc, je m'en excuse.
Alors oui, alors je réponds à la question. Vous aurez un PDF qui sera à votre disposition qui récapitulera la partie réglementaire et jurisprudentielle. Attention, en dupliquant, il faut penser à cocher CCAG 2021, car pour les anciennes consultations, oui, c'est important d'ailleurs de le préciser quand vous dupliquez une consultation. Vous avez déjà géré une consultation dans Marco par le passé, ou il y a quelques mois ou années. Quand vous dites, je vais lancer la même consultation, plutôt que de tout refaire, vous allez dupliquer votre ancienne consultation. Automatiquement, Marco va mettre à jour de la réglementation. Donc, il va viser, si les CCAG ont changé entre-temps, le code a été modifié, il va viser les bonnes dispositions dans la nouvelle consultation. Vous êtes sécurisé vraiment de bout en bout, y compris dans la fonction de duplication. Alors, sur les questions, la partie CCTP est-elle disponible pour tous les utilisateurs? Oui, tous les utilisateurs Marco y ont accès. Comment mettre en favori certains marchés? Quand vous êtes sur rédaction, sur l'écran principal, sur le côté, il y a un petit cœur. Si tu vas, Marie, sur l'écran d'accueil, tu sais là où il y a le M à gauche, tout à gauche à côté d'achat. Vous avez un petit cœur et ça vous met en favori, vous voyez. Ah oui, question, en fait. Voilà. Et en bas, au lieu de tous les dossiers, vous avez mes dossiers favoris et ils seront tous ici. Du coup, quand on va plus ces questions, on va poser les questions de tout le monde, parce que je partage mon écran. C'est pas grave, on partage, il n'y a pas du tout de tabou ou de secret. La partie CCTP, tu y as répondu, elle est disponible. Tout est très clair. Je ne suis pas sûre que tout soit très clair en cette fin de matinée, mais merci beaucoup. Le prix de la version de base. Alors, sur les prix, là, en plus, nous, on n'est pas commercial avec Nawal. Non, plus sérieusement, on reviendra vers vous, puisque les prix s'adaptent en fonction de la taille de votre organisme, bien sûr, et du nombre d'accès que vous allez souhaiter sur les différents modules. Donc, je ne peux pas vous donner un ordre de prix. C'est un abonnement mensuel qui inclut tous les services. Par contre, vous avez l'accès illimité à l'aide juridique et à tous les services autour du juridique qu'on peut proposer. Évidemment, vous avez aussi la hotline technique fonctionnelle, mais tout est inclus dans la mensualité. Après, c'est vraiment en fonction du nombre d'utilisateurs. Alors, c'est un nombre d'utilisateurs simultanés. Ça veut dire que vous pouvez déclarer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Vous pouvez déclarer 10 utilisateurs et n'avoir qu'un seul accès. Par contre, ça sera un accès concurrent. Une seule personne pourra être connectée à la fois. C'est ce qui correspond à notre offre actuelle. Pour la personne qui n'avait pas ces codes, je viens de vous les envoyer. Vous avez l'assistance Marco à disposition pour tous les utilisateurs et vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 8h30 à 18h avec une pause déjeuner de 1 heure. Donc, pour tous les soucis, que ce soit juridique ou fonctionnel sur l'application, si vous avez un blocage que vous ne comprenez pas pourquoi, vous pouvez nous contacter. Donc, ça aurait été un des aspects de l'assistance, mais je l'ai fait, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est précieux, l'assistance juridique. Vous êtes certains, quand on arrive chez vous en démo, à nous dire, oui, mais nous, on paye auprès d'un avocat ou d'une autre société une assistance experte pour nous aider dans les questions marché public. Alors, nous, on n'est pas avocat, on n'a pas vocation à faire du conseil, mais par contre, on a une base de données qui est gigantesque. On a tout le savoir et l'expertise de nos consultants qui sont tous vraiment des experts des contrats publics et qui vous apportent des réponses et surtout qui vous étayent ces réponses de jurisprudence, de fiches de la DAJ, qui vous envoient tous les bons éléments. Donc, quand vous avez une note à rédiger, c'est absolument précieux de faire appel à eux. C'est un service qui est très apprécié, en tout cas, par nos clients. On n'a plus de questions. Je vous propose de conclure ce webinaire en s'excusant encore une fois pour les dysfonctionnements. Mais bon, c'est pas grave, ça rajoute la convivialité dans un format qui est parfois un peu figé. C'était le dernier webinaire en plus de Marco là, avant l'été. Donc, je vais en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bel été, de bien profiter de vos vacances si vous avez la chance d'en avoir pour recharger les batteries,
puisque la rentrée ne manquera pas d'être un rebondissement, toujours dans la commande publique. Avec des web-séminaires. Donc, régulièrement, nous mettons en place des web-séminaires de ce genre. Donc, en effet, à la rentrée, il y en aura des nouveaux auxquels vous pourrez participer si vous le souhaitez. Bon, merci encore pour votre participation. Et puis, très bonne journée à tous. Bonnes vacances. Au revoir.